Sunderlight Productions. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste pour un nouvel épisode qui sera consacré à la capsule santé aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va passer le bonjour à Camille Pic qui ne sera pas sur l'épisode, ça ne sera pas la chroniqueuse de cette capsule santé pour le podcast Dans la tête d'un cycliste, puisque Camille a eu un heureux événement il y a très peu de temps, donc on lui souhaite tout le meilleur dans cette nouvelle vie. Et on a le plaisir d'accueillir Laure Candy. Bonjour Laure. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors avec Laure, ça fait plusieurs mois, voire même peut-être une année et demie que nous sommes en contact. On avait déjà discuté et puis là justement avec cette petite pause, ce petit break de Camille, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir introduire Laure Candy sur le podcast, une passionnée de cyclisme, une passionnée de sport, une experte en nutrition, en santé, puisque Laure est docteur en sciences du sport et coach. Donc c'est vrai que tu es une sportive accomplie, maître de conférences, après avoir soutenu une thèse de doctorat spécialisée en psychologie du sport et de l'activité humaine. Donc tu as une approche, je me suis un petit peu aussi renseigné sur comment tu conduisais ta passion et ta profession. Donc tu as une approche très holistique du sport et de la performance, s'adressant aussi bien aux sportifs de haut niveau qu'aux amateurs passionnés. Donc voilà, je suis ravi. Bienvenue Laure sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Bienvenue sur la capsule santé. Donc on va échanger sur un sujet qui est passionnant. On avait déjà fait un épisode il y a quelques temps, mais il était bon de refaire une mise à jour et puis aussi d'avoir ton approche et ton regard de professionnel sur les régimes cétogènes qu'on peut appeler keto ou low carb ou pauvres, en tout cas pauvres en glucides. Donc c'est vrai qu'on a différents noms pour ce même régime quelque part, très populaire ces dernières années, on va en parler. Mais avant tout Laure, peut-être quelques mots avant de rentrer dans cet épisode et surtout explique-nous qu'est-ce que le régime cétogène. Déjà Arnaud, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très touchée et je suis très heureuse d'être là également. Pour faire très simple, le régime cétogène, c'est un régime qui est dit pauvre en glucides et qui donc va vraiment accorder une grande place aux lipides et dans une moindre mesure aux protéines. Donc globalement, quand on adopte ce type de régime, alors il y a plusieurs noms qui tournent. On peut appeler ça le régime keto, low carb, cétogène, on entend un petit peu tout. Ça dépend en fait de la quantité de glucides qu'on a le droit d'intégrer dans le régime. Je rentre pas dans le détail. Et donc globalement, comment ça fonctionne ? Tout simplement, le fait de priver le corps de glucides, qui est le premier substrat énergétique et la première molécule utilisée par le corps. On va produire un état de cétose dans le corps, ce qui veut dire qu'on va produire des corps cétoniques qui, eux, en fait, vont venir remplacer les glucides pour produire de l'énergie. Et notamment, on sait que c'est notre cerveau qui est le plus demandeur d'énergie et le plus demandeur notamment de glucides. Donc les corps cétoniques vont remplacer les glucides pour permettre au corps de continuer de fonctionner. Alors c'est vrai qu'on en entend parler depuis, allez, je dirais quelques années. On a vraiment vu une évolution, que ce soit dans les différents articles, dans les différents réseaux sociaux également, de personnes qui mettaient en avant cette hygiène de vie, en tout cas cette hygiène alimentaire-là. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est un effet de mode ou pas ? Mais pourquoi ce régime a autant été mis en avant, a autant été valorisé ? Alors au départ, c'est quand même un régime alimentaire. Donc qui dit régime alimentaire dit quand même au début des stratégies nutrition dans une optique de santé. Donc clairement, le régime cétogène, on a commencé à en parler au début des années 90 et il y a des études qui ont été menées, des études qui sont assez sérieuses, qui ont mis des corrélations, qui ont mis en évidence des corrélations. Alors je vais préciser quand même ce que c'est que la notion de corrélation. Ça veut simplement dire qu'on observe de manière corrélée qu'il y a des choses qui s'observent. Ça veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. On peut pas, nous en nutrition et en sciences humaines, on peut pas avancer des liens de causalité parce que ça serait trop compliqué. Donc il y a des corrélations, ça veut dire qu'on constate qu'en adoptant un régime cétogène, on va diminuer par exemple les crises d'épilepsie. Ça c'est une étude qui a été menée dans les années 90.
Ensuite, il y a d'autres études qui ont été menées comme ça, qui ont été dupliquées pour d'autres pathologies, et il semblerait que le fait de diminuer la part des glucides dans notre alimentation aurait pu contribuer à un meilleur état de santé sur pas mal de choses. Il y a également aussi des données qui ont été faites sur la perte de poids. Alors ça s'explique différemment, hein. En l'occurrence, c'est pas tant la répartition différente, mais c'est le fait que quand on mange plus de lipides, on va avoir tendance à moins manger au global, parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un apport nutritionnel stable, à part, admettons, 2500 ou 3000 calories en mangeant beaucoup de lipides, parce que les lipides, au bout d'un moment, ça devient quand même un peu, pas écœurant, mais c'est beaucoup plus difficile à manger beaucoup de lipides que d'avoir un régime varié. Et donc, ça a aussi des conséquences comme ça. Donc, en fait, on voit bien que, clairement, ça a été survalorisé dans le monde de la santé. La question qu'on peut se poser, et que tu me poses un peu implicitement, Arnaud, c'est pourquoi ça a autant infusé le monde du sport? Parce qu'il y a quand même une donnée qu'il faut rappeler d'emblée, c'est que les glucides sont la première source d'énergie de l'organisme. C'est le premier substrat énergétique. C'est-à-dire que quand on donne au corps, et je fais pas un teasing, hein, mais quand on donne au corps une molécule de glucides et une molécule de lipides, bah, le corps, il va quand même préférentiellement utiliser des glucides. Donc, on peut se poser la question de pourquoi ce régime fait tant débat, est tant à la mode. J'ai cherché, j'ai vraiment fait des recherches dans la littérature et j'ai pas trouvé d'explication concrète. C'est-à-dire que ça ne s'explique pas de manière rationnelle. Pour autant, moi, j'ai une hypothèse qui est la suivante, c'est que je pense qu'il y a actuellement, et je le vois dans les discussions notamment que j'ai avec des personnes que je peux coacher ou quand je donne des conseils nutrition, il y a une confusion aujourd'hui dans l'inconscient collectif sportif qui est une différence entre la manière avec laquelle le corps va produire de l'énergie, donc ce que l'on pourrait appeler quelque part une forme d'apport endogène d'énergie, et la manière avec laquelle on va apporter de l'énergie à notre organisme, donc ce qu'on pourrait appeler les apports exogènes. Si je fais simple, et si je résume, je pense qu'aujourd'hui, on confond la manière avec laquelle le corps est capable de resynthétiser de l'énergie à partir de nos propres réserves, donc que ce soit nos réserves de glucides ou de lipides dans le corps, on en a, et la manière avec laquelle, lorsque l'on va donner à notre corps des glucides ou des lipides, alors il va utiliser cette énergie. Et en fait, c'est là où je pense que, pour conclure sur ce point, l'idée c'est vraiment que quand on est à l'effort, on va utiliser nos propres réserves. Et effectivement, la plus grande de nos réserves, c'est la réserve de lipides. Donc c'est sûr que quand on va partir faire une marche très longue ou un effort très très long, bah au bout d'un moment, on va utiliser des lipides. Et je pense que dans l'inconscient collectif, c'est ça qui a fait que on s'est dit, bah tiens, si on utilise beaucoup de lipides, c'est sans doute que le régime cétogène pourrait être intéressant. On va en parler justement, ça va être ma question suivante. On va rentrer dans le détail du fonctionnement du corps, mais c'est vrai que les régimes... le régime cétogène, moi je me souviens avoir eu des conversations avec des sportifs que j'ai pu croiser, notamment dans le cyclisme longue distance, et les deux m'ont fait part de la même chose. Alors moi je me suis jamais plongé, on va dire, de manière sérieuse dans ce régime cétogène. Quand je dis sérieux, c'est dans la durée. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, il faut quand même, c'est de l'alimentation très grasse généralement, et donc il faut pouvoir le supporter, ne serait-ce que psychologiquement, tu vois, toujours aller chercher de l'alimentation avec beaucoup de lipides, mais c'est ce regain d'énergie en fait, c'est-à-dire c'est le retour que m'ont fait les personnes avec qui j'ai échangé, c'est qu'effectivement très rapidement quand tu entames ce process, alors déjà tu as une perte de poids, c'est ce qu'on m'a fait comme retour, une perte de poids qui est assez impressionnante au bout de quelques semaines. Donc ça, tu pourras peut-être en parler, mais c'est surtout cette sensation c'est paradoxal, hein, de sentir vraiment léger, avec beaucoup d'énergie, et cette perte de poids qui va arriver derrière dans les semaines qui viennent. Donc voilà les retours, moi, qui m'ont été faits. Après, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? On vit quand même aujourd'hui d'une génération avec une présence, une communication poussée à l'extrême des réseaux sociaux où tout va très très vite, certains posts peuvent être sponsorisés pour toucher plus ou moins d'autres personnes. Bref, voilà, c'est une génération qui est quand même très, comment dire, rapide, accessible à toutes les données, à toutes les informations. Mais si on revient justement au fonctionnement du corps humain, tu as commencé à introduire un petit peu le sujet, c'est-à-dire le fonctionnement du corps. Alors le corps humain classique, je dirais, hein, tu as annoncé un nombre de calories d'une personne tout à fait normale, mais si on parle du fonctionnement du corps à l'effort et de la production d'énergie, à partir de ses propres réserves énergétiques, parce que
effectivement, quand tu fais un effort, tu as commencé à répondre à la question, mais le corps va solliciter plus ou moins une fibre sur une durée courte et plus ou moins une autre fibre sur une durée un peu plus longue. Donc, comment fonctionne? Alors, probablement que les personnes qui nous écoutent, une grande partie ont une image plus ou moins précise du fonctionnement, mais pour les personnes qui auraient besoin d'une piqûre de rappel ou même qui s'intéressent à ça, est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement du corps à l'effort et la production d'énergie à partir de nos propres réserves énergétiques? Ouais, alors avec plaisir, mais juste avant, je vais quand même revenir sur ce que tu disais sur ce que tu as entendu des régimes cétogènes, parce que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ce que tu as entendu, ça s'explique d'un point de vue scientifique de manière très simple. Pourquoi on perd du poids? C'est ce que j'expliquais. En fait, c'est vachement difficile d'accumuler des calories avec des lipides. Le poids, c'est très simple, hein. C'est une balance énergétique. C'est-à-dire que si on a autant d'entrées que de sorties, on stabilise notre poids. Si on a moins d'entrées que de sorties, alors on perd du poids. Et avec le régime cétogène, c'est exactement ça. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est compliqué d'accéder à une grande quantité d'énergie. Voilà, manger des avocats, des noix, des choses comme ça, toujours très grasses à longueur de journée. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit écœurer. Et donc, ça limite la satiété. Enfin, ça limite la sensation de faim. Et tu parlais d'un regain d'énergie. C'est pareil, ça s'explique. Tu disais qu'on vit dans une société moderne. Et en fait, ce qui caractérise notre société, c'est quand même, l'abondance. Et 2, le fait que finalement on mange beaucoup sans avoir faim et on n'interroge pas trop la qualité de ce qu'on mange. En fait, l'alimentation moderne, alors je fais pas de caricature, hein, on mange tous différemment. Il y a des gens qui mangent beaucoup de produits peu transformés et plutôt beaucoup de légumes et un régime plutôt végétarien ou végétalien ou plutôt, on va dire, végétal. Mais on va dire si on reste sur une alimentation un peu classique dans laquelle on a des glucides à tous les repas, et je ne diabolise pas les glucides, hein, attention, c'est pas du tout mon objectif, mais il faut bien interroger quel type de glucides on consomme, à quel moment on les consomme, comment on les consomme, parce que qui dit glucides dit fluctuation de la glycémie, et en fait, ça c'est bien démontré maintenant que la fluctuation de la glycémie peut entraîner d'énormes variations de l'énergie au quotidien. C'est pas par hasard si on parle du petit coup de barre postprandial à 13h ou 13h30, on est en plein dedans. Voilà, si on a une alimentation qui dès le matin commence avec un petit déjeuner hyper riche en glucides avec des index glycémiques très élevés, on va commencer à faire le yo-yo toute la journée et c'est la catastrophe à 16h, 17h où là on arrive sur le moment où on a le plus de pics. Et donc, on enchaîne entre des pics et des hypoglycémies et c'est très fatigant pour le corps. Ça, c'est dur à expliquer, hein. Je te rejoins sur ça, Laure. On n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais je te rejoins sur ça important. Parce que c'est un vrai combat. Ce que tu décris là, quand je dis c'est un vrai combat, c'est avec les enfants. Ouais. Alors moi, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 10 ans. Et au petit déjeuner, ils vont chercher du sucre, en fait. Tu vois, et c'est un vrai combat pour leur expliquer le fameux coup de barre de 10h30, si tu tapes dans les chocos dès le matin ou les tartines de Nutella. Et puis après, au goûter, eux, ils vont aller chercher des friandises. Et c'est un vrai combat de leur expliquer. Et ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, quand dans l'avenir, tu vois, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais un jour, de faire un épisode justement sur la psychologie, peut-être, ou l'éducation. Avec plaisir. Lié au sucre ou je sais quoi, mais comment éduquer des enfants qui n'ont pas l'envie d'essayer de comprendre ou de creuser, mais juste d'expliquer aux parents. Et même des adultes, hein, que spontanément on est des grands enfants aussi. Hein. Aussi, très souvent, mais tu vois, d'essayer de faire passer des messages aux enfants de ce qui est bon, ce qui est pas bon et pourquoi surtout, quel est l'impact, tu vois. Donc, alors, moi, à titre perso, j'essaye de faire passer des messages, mais ce sont des enfants, tu vois, ce sont des enfants. Mais ça, le fameux coup de barre, le sucre, la glycémie, hein, c'est ce que tu as évoqué, la glycémie. Moi, j'ai testé aussi différents capteurs pour essayer de comprendre ne serait-ce que comment ton corps fonctionne, parce qu'on est tous différents et notre niveau glycémique, il est différent. Enfin, en tout cas, notre base, la stabilité. Et ça, ça nécessite vraiment, pour savoir comment ton corps fonctionne, de le tester, de regarder ton capteur après avoir pris tel ou tel aliment, de voir quel impact il a sur ta glycémie, mais aussi quel impact il a sur ton énergie. Tout ça est, je trouve, très intéressant et on devrait peut-être, tu vois, envisager sur 2025 un épisode, mais destiné aux enfants qui font du sport ou ne serait-ce que pour avoir une bonne hygiène de vie, mais de manière à faire passer des messages pour que les parents puissent avoir quelques armes, ou en tout cas une boîte à outils pour faire passer des messages simplement. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Mais c'est hyper intéressant et c'est hyper en lien avec l'épisode du jour parce qu'en fait, justement, dans le régime cétogène, comme on supprime les glucides,
on se supprime en fait toutes ces fluctuations de glycémie. Alors après, les enfants, ils ont quand même une chance. Les petits enfants, à 10 ans, ça commence à être un peu plus sédentaire, mais les enfants, l'avantage, c'est qu'ils arrivent dans la cour d'école et ils ont 10-15 minutes où ils peuvent se défouler. Et mine de rien, s'il y a un pic de glycémie au petit-déj et après, au déjeuner, c'est parfait parce que du coup, on sait que l'activité physique va faire baisser la glycémie. Et d'ailleurs, on va l'expliquer super facilement là aussi dans l'épisode. Donc c'est totalement lié. Mais avec plaisir, il y a vraiment un super sujet là-dessus, mais qui pourrait concerner aussi les adultes. On pourrait dire qu'on est des grands enfants. Oui, je pense qu'on peut intituler ce sujet, ce titre pourra être aussi Nous sommes des grands enfants. Mais si on revient sur notre sujet, justement, le fonctionnement du corps humain, c'est vrai que je t'ai probablement un peu coupé dans ce que tu voulais décrire avec cette parenthèse, mais est-ce que tu peux continuer à justement expliquer, à détailler ce fonctionnement du corps à l'effort, la production d'énergie, comment le corps, naturellement, va aller chercher des glucides, va aller chercher des lipides pour justement pouvoir avancer dans son effort. Donc moi, pour bien qu'on comprenne mon propos et bien qu'on comprenne l'idée de l'épisode du jour, l'idée c'est vraiment de comprendre comment le corps il peut se débrouiller tout seul avec ses propres réserves d'énergie, c'est ce qu'on va voir là dans la première partie, et ensuite de voir comment le corps il se débrouille quand on lui apporte de l'énergie. Parce qu'en fait, on sait très bien que au bout de 40 minutes, 45 minutes d'effort, on va commencer à être de moins en moins autosuffisant avec nos réserves. Alors, c'est justement ce que le régime cétogène dit que on peut faire autrement. On peut être autosuffisant de beaucoup plus longtemps, justement parce qu'on a beaucoup de réserves de lipides. On va dire les types d'entraînement à ce qu'on appelle à glycogène bas. Alors, j'expliquerai. Donc, le glycogène, on peut déjà en parler pour faire très simple. C'est les réserves de sucre qu'on a dans notre corps. C'est-à-dire qu'on va avoir deux grands types de réserves de glucides. Glucides, sucres seront totalement assimilés dans mon vocabulaire aujourd'hui. Donc on va accumuler des glucides dans le foie et dans les muscles. Ça veut dire que en fait, c'est l'avantage du corps, c'est que comme je l'ai expliqué, les glucides sont le premier substrat énergétique. Le corps va à créer des réserves pour que dès le début de l'effort, il puisse aller chercher des glucides facilement dans ces petites réserves. Avant de revenir à tout ça, il faut déjà comprendre une chose, c'est que pour produire de l'énergie, pour produire un mouvement, quel qu'il soit, pour réfléchir, pour tout, pour fonctionner dans notre vie, en fait, il y a qu'une molécule qui nous permet d'avoir de l'énergie, c'est l'ATP, ou l'adénosine triphosphate. Alors, on en a tous entendu parler, mais parfois, on sait pas très bien ce que c'est. En fait, cet ATP, c'est la seule molécule que la cellule musculaire peut utiliser pour fonctionner. Donc en fait, tout ce qui est de l'ordre des mouvements non volontaires et réflexes, comme le muscle cardiaque, comme le fait de respirer, tous nos mouvements, on va dire, fonctionnent avec de l'ATP. C'est pas le cas avec le cerveau, donc on va vraiment rester sur la question du mouvement volontaire et involontaire. Donc on comprend que cet ATP il nous intéresse en tant que sportif, et on va comprendre que ça nous intéresse d'autant plus parce qu'il y a un problème, c'est qu'on a des réserves d'ATP dans le corps qui sont extrêmement faibles. Globalement, si on doit fonctionner avec notre ATP, on peut faire 1 à 2 secondes de mouvement et après on est mort. Donc il y a quand même un problème qui se pose, c'est que c'est notre molécule d'énergie, mais on n'en a pas beaucoup. Bon, jusque-là on se dit le corps n'est pas bien fait. Mais en fait le corps est super bien fait parce que il a trouvé le moyen de régénérer cette molécule. Le moyen de régénérer cette molécule, c'est ce qu'on appelle les filières énergétiques. On en a tous entendu parler, ou les voies métaboliques, on en a tous entendu parler. C'est exactement le rôle des filières énergétiques, c'est-à-dire de permettre la resynthèse de l'ATP par différentes filières ou par différentes voies métaboliques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser différentes manières de métaboliser. La métabolisation dans le corps, c'est des processus qui vont soit casser, soit reconstruire des molécules. Donc là, en l'occurrence, c'est des processus qui vont venir casser des molécules, dégrader des molécules, pour en créer une autre, en l'occurrence l'ATP. Donc globalement, on a tous entendu parler des 3 filières énergétiques. On va pas détailler les 3 ici parce que nous, dans le monde du cyclisme, on va quand même être beaucoup plus concernés sur la filière aérobie. Donc on a la filière anaérobie à lactique qui concerne, on va dire globalement les 10, 15, 20, 25 secondes d'effort. Qui est vraiment donc un effort de type très en puissance. Ensuite, on va avoir la deuxième filière qui est la filière anaérobie lactique, c'est-à-dire qu'on est sans oxygène, mais on va produire de l'acide lactique. Dans les deux cas, il y a 2 manières de resynthétiser de l'ATP. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas nécessaire pour comprendre le lien avec le régime cétogène. Mais dans les 2 cas, on va produire une molécule qui est l'ATP à partir
de substrats énergétiques qui sont différents. Ça, il faut bien comprendre. La notion de substrat énergétique, c'est en fait la molécule de base que le corps va utiliser, qu'il va dégrader, le fameux processus métabolique, pour arriver à l'ATP. Et en fait, ces filières, elles se succèdent dans le temps. C'est-à-dire que quand je commence un effort, la filière qui rentre en jeu en premier, c'est toujours la filière anaérobie lactique. C'est toujours la première. Ensuite intervient la filière anaérobie lactique et ensuite la filière aérobie. Donc nous, on va vraiment étudier la filière aérobie parce que au-delà de 2 minutes 30, 3 minutes, elle est prépondérante et c'est la seule ensuite que l'on va utiliser dans les efforts dits d'endurance. Je sais pas si tu veux intervenir, Arnaud, ou si c'est clair jusque-là. Non, c'est très clair, Laure, mais je me pose la question dans ce que tu décris, c'est des efforts, enfin, la durée de l'énergie produite par le corps, quelque part, est très courte dans ce que tu décris, tu vois. Moi, je me souviens avoir toujours entendu qu'on avait à peu près... tu sais, quand tu pars t'entraîner, des fois, tu dis, est-ce que je prends un gel, une barre, est-ce que je mets de la poudre dans mon bidon? Ah, non, tu vas rouler combien de temps? 1h30? Non, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Et il se trouve que ça, de ce que j'ai pu entendre, c'est une énorme erreur, une énorme bêtise de partir rouler sans rien déjà, sans rien, ou qu'avec de l'eau. Donc ça veut dire que tu n'apportes rien. Donc dans ce que tu décris, ma question, ça serait... le corps est capable, alors c'est un lien avec ton alimentation et ton hygiène de vie classique et de tous les jours, hein, mais le corps, lui, est capable, sur un effort, alors après tu as la compétition, l'entraînement, mais sur un effort sportif, le corps peut s'autogérer, on va dire, en énergie pendant combien de temps? Alors, super intéressante ta question, parce que il faut pas confondre l'ATP, qui est la molécule qui va produire le mouvement, qui dégrade, ouais, et le substrat qui est à l'origine. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je dis on peut fonctionner que 2 secondes avec nos réserves d'ATP, c'est juste avec nos réserves d'ATP initiales. Mais justement, toute la puissance du corps, c'est de dire on a d'autres réserves que l'on va dégrader pour en produire. Donc la question qu'on se pose, c'est on est dans un effort aérobie. Les 2 substrats énergétiques qu'on va utiliser, je vais les détailler, hein. Les 2 substrats qu'on va utiliser de manière préférentielle, c'est 1, les glucides. Je dis bien 1, les glucides, on va comprendre pourquoi, et 2, les lipides. Ça veut dire qu'en fait, globalement, avec nos réserves, on peut tenir très longtemps. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les glucides et les lipides, parce que moi qui suis plus orienté sur de l'effort dans la durée, on essaye, quand on fait justement comme ça de la longue distance, que quelque part, le numéro 1 dont tu parles, qui sont les glucides, dans la longue distance, l'idéal, c'est que ça soit les lipides, justement, pour aller chercher cette réserve de graisse et qui est l'énergie, tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, mais ta question est au cœur de la controverse que je veux souligner. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ce que tu fais quand tu pars faire ton effort, ton intention, c'est d'aller mobiliser tes réserves de lipides. Donc, c'est d'aller mobiliser tes réserves endogènes de lipides, c'est-à-dire ce qui est dans ton corps. Et donc, c'est effectivement vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pars plus de 40-45 minutes, sur des intensités qui sont modérées, hein, attention, parce que plus, on va le voir après, hein, plus l'intensité de l'effort augmente, et plus la part des glucides est importante, on verra hein, que c'est corrélé, mais on va dire que sur des efforts de type aérobie en endurance fondamentale, ou très proche du seuil aérobie, c'est-à-dire pas au-delà de 70% de la VMA à peu près, ou du VO2 max, c'est la même chose, alors on peut tenir vraiment très longtemps parce que le corps a des réserves de lipides qui sont importantes et tu le dis très bien, hein, si au départ j'ai une alimentation qui est un peu équilibrée, que j'ai pas fait trop d'excès de glucides, que j'ai pas fait trop de variations de ma glycémie avant l'effort, que j'ai l'habitude d'entraîner mon corps, comme tu le fais très bien, à ne pas manger pendant l'effort, alors mon corps va avoir l'habitude et il va très bien déstocker des lipides, il va très bien le faire. Là où le moment peut être sensible, et c'est grâce à ça que l'entraînement sert, c'est le passage entre l'utilisation prédominante des glucides et l'utilisation prédominante des lipides. Alors ça, c'est propre à chacun, et ça va dépendre aussi de plein de choses, notamment de l'intensité de l'exercice, mais aussi des conditions, c'est-à-dire que s'il fait plus ou moins chaud, plus ou moins froid, ça peut se décaler. L'entraînement décale le seuil aussi, le fait de s'entraîner décale ce seuil, mais globalement, ce switch, il intervient... Alors ça dépend, hein, mais entre 30, 35, 40, 45 minutes selon les individus.
Et ça, je vous conseille de le vivre parce que c'est super intéressant. Quand vous vous entraînez pour un objectif spécifique, vous commencez à vraiment avoir des repères sur vous, sur des allures particulières, ou des intensités particulières. Alors notamment avec des watts, pourquoi pas développer une puissance développée à un moment donné. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre à une intensité donnée et de s'observer, de s'écouter, et vous allez le sentir, le switch dans votre corps. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir le moment où on passe de la réserve glucidique à la réserve lipidique parce qu'il y a un petit creux. C'est-à-dire qu'il y a un petit moment où il y a une toute petite baisse d'énergie parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte d'inertie à ce moment-là, entre les fameuses 35-40 minutes là. Le corps, il utilisait de manière prédominante les glucides, puis il va passer sur une utilisation prédominante des lipides, mais entre les deux, il y a une petite inertie. On le verra parce que la voie lipidique est plus difficile à se mettre en place. Parfois, c'est brutal. Quand je dis c'est brutal, c'est pas brutal dans le passage, c'est que c'est brutal dans les émotions, dans la gestion des émotions. Tout à fait. Du passage de cette filière glucidique à cette filière lipidique. Moi, je la compare très souvent au fameux mur du marathon, tu vois. Ouais, c'est un petit mur. C'est-à-dire que tu te sens totalement vidé, enfin, tu es affalé sur ton vélo et d'un seul coup, effectivement, tu sens que ça repart, que le moteur se relance. Et c'est une sensation qui est marquante. Pour le coup, tu te souviens de ce moment-là. Et pour le sentir, il faut être à allure constante ou à intensité constante. Et il faut s'observer. Et il faut avoir l'habitude de le faire, de le répéter plusieurs fois pour bien voir les fluctuations. Mais c'est un exercice qui est intéressant et qui est sympa parce que moi, la première fois où je l'ai senti, je me suis dit « Ah tiens, c'est la réalité concrète de tout ce que j'ai appris d'un point de vue théorique » et je trouvais ça sympa. Donc du coup, pour aller un peu plus loin, on vient de l'expliquer, mais globalement, le corps, quand on commence un effort, d'abord, il va utiliser les glucides en aérobie. C'est-à-dire que vraiment, il faut se dire que dès qu'on commence un effort, la première réaction de notre corps, ça va être d'aller capter les glucides. On va aller capter des glucides déjà dans le sang. C'est pour ça que dès le début de l'effort, en fait, on va avoir une légère, attention, je dis bien légère, hypoglycémie, baisse de la glycémie dans le sang. C'est pas une hypo, mais il y a un petit peu moins de sucre dans le sang parce qu'on va venir capter, le corps va venir capter les molécules de glucides qui sont disponibles dans le sang pour aller les donner aux muscles. Mais comme très vite, on a des réserves que sont les réserves de glycogène dans le muscle et dans le foie, il va venir tout de suite compenser cette baisse de glucides dans le sang par les réserves qu'il avait. Donc, globalement, on utilise les glucides et ça se déroule. Alors, on en entend beaucoup parler dans la cellule et notamment dans la mitochondrie. On en a déjà entendu parler. C'est le fameux cycle de Krebs. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que il y a tout un tas de réactions chimiques qui se mettent en place. Mais globalement, à l'issue de ça, on va reproduire de l'ATP. Et donc, grâce aux glucides, on va reproduire de l'ATP de manière majoritaire, donc pendant les 30, 35, 40 premières minutes d'effort. Donc ça c'est la base. Ensuite, lorsque l'effort se prolonge, surtout quand il est à basse intensité, le corps va également produire de l'ATP par le déstockage des lipides. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance aussi à rechercher en tant que sportif, notamment quand on est dans des périodes d'affûtage ou quand on cherche à utiliser le sport comme perte de poids. Donc là, les conseils, c'est assez simple, c'est de pouvoir faire des efforts assez longs, à basse intensité. C'est les deux principaux facteurs qui vont nous permettre ça. Donc là, c'est pareil, une fois qu'on a dépassé les 30 à 40 minutes d'effort, le corps va utiliser d'autres réactions chimiques, d'autres réactions métaboliques, et il va produire de l'ATP, en fait, grâce aux molécules de lipides. Ce qu'il faut retenir, c'est que la production d'ATP par les lipides, elle est beaucoup plus lente, elle est beaucoup plus coûteuse pour l'organisme, et c'est pour ça qu'elle n'intervient qu'en deuxième, et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse inertie là dans le moment de ce qu'on appelle le crossover, on va en parler, mais c'est vraiment la bascule entre l'utilisation prédominante des lipides et des glucides, et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi ce point d'interface entre les deux, quoi. Donc justement, qu'est-ce que c'est le crossover? C'est précisément le fait que selon l'intensité de l'effort et le temps de l'effort, on va pas utiliser de manière prédominante toujours les glucides. Sur des efforts qui sont très peu intenses et plutôt longs, on va aller déstocker plus dans nos lipides que dans nos glucides. Il y a un point de bascule que l'on appelle le point de crossover,
Donc ça vient d'anglais. Globalement, le crossover concept, c'est l'idée qu'il y a un croisement métabolique à ce moment-là. Ce croisement, il a lieu à 60. Globalement, c'est pareil. Attention, les seuils sont décalés avec l'entraînement, sont individuels, etc. Mais globalement, il a lieu à 70% du VO2 max. Donc voilà, on est sur des intensités à 70% de notre maximum. Et à ce moment-là, si je fais un effort, même relativement court, mais à très haute intensité, alors je vais utiliser de manière prédominante les glucides. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça démontre bien que finalement il n'y a rien de figé et que le corps s'adapte aussi et surtout en fonction de l'intensité de l'exercice et pas que du temps d'exercice. Ouais, ça, tout ce que tu dis est très intéressant. Ça montre bien que le corps est quand même une machine est capable de se réguler et de mettre en place des mécanismes assez incroyables. Donc tout ce que tu nous expliques, c'est en fait c'est le fonctionnement le corps qui se régule lui-même et qui met en place des mécanismes justement pour que tu puisses faire ton activité physique et sportive. Est-ce que tu as d'autres détails à nous partager, à nous donner, une continuité peut-être avant qu'on aille, parce que moi j'ai des questions aussi sur ce que tu avais expliqué en introduction, c'est il y a le fonctionnement du corps humain qui produit, en tout cas qui est capable avec son propre corps, mais aussi des apports extérieurs, c'est ce que tu nous as dit. Et donc j'aurais pas mal de questions sur ça, parce que ça a une énorme importance pour maintenir, sans forcément parler d'intensité, mais juste maintenir l'activité physique. De voir quels peuvent être les impacts. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, la question qui se pose, tu poses implicitement, c'est la question des limites, en fait. C'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Et c'est un concept qui existe dans la question des voies métaboliques. Chaque voie métabolique, elle est caractérisée globalement par le substrat. Donc, on vient de le dire, c'est les glucides et les lipides. Mais elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle un facteur limitant. Facteur limitant, c'est qu'est-ce qui va faire que l'activité va s'arrêter. Et ça, c'est intéressant. Donc, en aérobie, c'est un peu compliqué. Autant dans les deux autres premières voies, le facteur limitant, c'est toujours le même. Il n'y a pas trop de fluctuations. En aérobie, c'est plus compliqué parce que ça va dépendre du temps d'effort et de l'intensité de l'effort, globalement. Donc, on va différencier plusieurs efforts. Globalement, on va avoir un effort assez court, assez intense, dans lequel on va être très très proche du VO2 max. Donc, on va être très très proche de 100%, 90% de VO2 max. Là, clairement, c'est des efforts qu'on va pas tenir longtemps, c'est des efforts qu'on va tenir, 3 minutes 30, 4 minutes. Typiquement, en course à pied, c'est un 1500 mètres, quoi, pour les pros, par exemple. Et donc, sur ce type d'effort, le facteur limitant, ça va être le fait que on va rebasculer dans la filière d'avant, et donc on va rebasculer en anaérobie lactique. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'en fait, le corps en aérobie, plus les filières augmentent et plus en fait la capacité que la filière a à produire un nombre de molécules est faible. Je m'explique. La première filière, qui est la filière anaérobie à lactique, celle que les sprinteurs utilisent, elle a un rendement énorme. C'est-à-dire qu'elle est capable de produire énormément de molécules d'ATP par unité de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle intervient en premier. La deuxième filière, l'anaérobie lactique, elle en produit moins que la première, mais quand même plus. En aérobie, on est sur un rendement qui est un peu plus économe, et c'est normal, parce que c'est la filière avec laquelle on va durer. Donc quand on est sur un effort dit aérobie, au départ, on est parti sur 3, 4, 5 minutes, admettons, et que on demande à notre corps une intensité énorme, en fait, cette filière, elle est plus suffisante, elle est trop économe, et donc notre corps, il réutilise la filière d'avant, parce qu'il a besoin de fournir de l'ATP, et donc il rebascule dans la filière anaérobie lactique. Et donc, comme son nom l'indique, le problème de cette filière, c'est qu'elle produit de l'acide lactique. Donc là, classiquement, on le voit tous, les efforts lactiques, on sait ce que c'est. Et donc, dans ce type d'effort, le facteur limitant, ça va être l'acidose musculaire. L'acidose musculaire, c'est-à-dire qu'en fait, le muscle va être totalement envahi par des ions qui sont des ions H+. Et donc, en fait, ça va avoir tout ce qu'on connaît, l'incapacité de continuer l'effort. On est complètement verrouillé, complètement pris de partout. Voilà, il y en a certains chez qui ça provoque des vomissements parce qu'il y a une tétanie aussi des intestins, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'effort lactique par excellence, quoi.
C'est les muscles, effectivement, les muscles qui brûlent, tu les sens presque se durcir, tétaniser. Complètement. Ouais, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode comprennent la tous sensation. Tous vécu du lactique. Ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs, on faisait un clin d'œil sur les enfants tout à l'heure, mais c'est intéressant de savoir que chez les enfants, les études sont encore controversées, mais il semblerait à montrer récemment que ce système anaérobie lactique, il est pas mûr chez les enfants, dans le sens où ils produisent très très peu d'acide lactique, en fait, les enfants. Sans limite. Eux, ils peuvent faire des 400 ou des efforts comme ça, sans limite. Donc, ça serait ça serait quelque chose qu'on développerait avec l'âge. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le disent. Alors, je me catégorise pas encore comme les vieilles personnes, mais il y a des personnes plus vieilles qui disent qu'ils ont plus de difficultés, justement, à aller dans ce type d'efforts. J'ai pas de données comme ça, scientifiques en tête, mais avec l'expérience, j'ai cette sensation que il y a un lien entre l'âge et la production d'acide lactique. Et moi, ça m'amène naturellement ce que tu dis, c'est puisqu'effectivement, tu viens d'expliquer qu'il y a une limite. À un moment donné, il y a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un effort intense très très longtemps. Ça se compte en minutes, hein, si on va vraiment dans des intensités très hautes. C'est comment y retourner, en fait. C'est-à-dire que faire pour y retourner. Alors, tu as deux choses. Tu as resté. C'est difficile quand même de rester sur ces intensités très très hautes. Mais peut-être, une fois que tu redescends, d'y retourner. Et là, ça m'amène justement aux apports extérieurs qui peuvent te permettre justement d'y retourner. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça ? Alors, clairement, si tu attaques un effort à 90, même, alors, prenons l'exemple d'un effort, on va partir très très vite. Ça arrive, hein. Ça part très vite, début d'une course. Alors, il y a une course, mais tu prends ne serait-ce que les entraînements aujourd'hui qui se font sur les plateformes d'entraînement digitales. Hein. Ouais, complètement. Mais ça part à bloc. En fait, tu pars, tu tiens 3 minutes et tout le monde explose. C'est ça. Mais ça part très très vite. Donc, je comprends parfaitement. On doit être nombreux d'ailleurs à comprendre ce que tu veux dire. Donc, effectivement, en fait, là, vous n'allez pas aller jusqu'à l'épuisement total. Parce qu'en fait, comme moi, ce dont je vous parle, c'est le facteur limitant, c'est il y a une limite. Point. Stop. C'est fin d'activité, on n'en parle plus, on peut plus, il faut un temps d'arrêt. L'avantage avec l'acide lactique, en fait, c'est que le fait de maintenir une activité aérobie va drainer les déchets. Donc, va drainer, en fait, cette acidité qui est produite par des déchets métaboliques. C'est des déchets métaboliques, hein, l'acide lactique. Donc, admettons, on part très vite, on produit un pic d'acide lactique. On l'a tous vécu, on a les cuisses qui brûlent, ça brûle. Mais on va pas jusqu'à un certain seuil d'épuisement et un stop. Donc, on s'arrête à un moment donné où ça brûle, juste, et on n'est pas tétanisé. Donc, on va venir diminuer l'intensité, on va rebasculer sur des intensités proches du seuil anaérobie ou du seuil aérobie, 70-80% du VO2 max. Et là, en fait, on va venir éliminer en fait tous ces déchets qu'on a accumulés dans le muscle. Donc, globalement, on va quand même en éliminer une bonne partie. Attention, on n'élimine pas tout, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on recommande pas de partir trop vite. Parce qu'en fait, si on part trop vite, on crée quelque part une sorte d'historicité dans l'effort et un truc sur lequel on peut pas revenir. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais un muscle aussi frais s'il est parti doucement que s'il est parti trop vite. Parce qu'un muscle qui est parti trop vite, il va continuer d'avoir ces amas de déchets dans les cellules, quoi. Donc on peut rediminuer pour ensuite effectivement réaccélérer. Mais ces variations, elles sont possibles dans des deltas acceptables. C'est-à-dire que si vraiment on va au-delà d'une certaine limite, on est obligé de mettre un terme à notre activité. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, sur les efforts soit très très intenses et très courts, soit ce qu'on pourrait appeler un peu des tempos ou clairement des séances au seuil. C'est tout à fait l'enjeu des séances au seuil. Le but, c'est de vraiment venir monter très fort pour habituer le muscle à être en contact avec des taux d'acidose très très puissants. Et ensuite, grâce à la récupération, redescendre, mais tout en gardant un état d'acidose qui est fort, pour que l'accumulation des répétitions contribue à cette acidose en permanence. Alors aujourd'hui, ça se contrôle super bien, hein. Ça se fait de plus en plus. Alors je sais que ça se fait beaucoup dans le monde de la natation, ça se fait de plus en plus dans le monde de l'athlétisme. On voit beaucoup par exemple, Gebretsen qui utilise des capteurs des capteurs dans le doigt, justement de sang pour tester en fait le taux d'acide lactique. J'ai pas une connaissance particulière dans le vélo, mais je pense que ça doit être utilisé notamment sur les efforts de type de montée de col. Oui, c'est souvent ça. Ouais, voilà. L'avantage, en fait, c'est de doser l'entraînement. C'est-à-dire que c'est ce que je viens d'expliquer. Le problème, c'est que si on est sur des niveaux d'acidité trop importants, en fait, c'est contre-productif, on peut plus s'entraîner. Donc, en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'on dose. Le fait de doser, c'est le fait de contrôler aussi l'intensité de l'athlète et de lui dire non, attends, reste là.
parce que sinon là tu charges trop et derrière tu pourras pas encaisser les répétitions suivantes. Donc effectivement c'est complètement d'actualité tout ça. Donc ça c'est le facteur limitant, donc ça sur les efforts soit courts soit de type training quoi, en mode un peu grosse intensité. Et après il y a le facteur limitant sur des efforts on va dire plus de type continu. Alors, c'était on va dire premier cas efforts progressifs et maximaux. L'autre effort continu, c'est-à-dire on part faire une sortie de 3, 4, 5, 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Qui va sauter? Et sans apport extérieur. Donc là ça dépend de chacun, ça dépend de plein de facteurs. On l'a dit, notre corps en fait il est hyper autosuffisant et c'est d'ailleurs un des arguments qui est avancé par certaines personnes qui prônent ce qu'ils appellent des entraînements à glycogène bas. C'est-à-dire on va venir épuiser nos stocks de glycogène et on va plus que fonctionner avec nos réserves lipidiques. Donc normalement notre corps il est apte. Je sais plus combien je sais plus combien d'heures on peut tenir. Il y avait une donnée qui avait été faite là-dessus. Je crois que 1 kilo de gras c'est 9000 kilocalories. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça nous dit quand même un petit peu le niveau de réserve qu'on a. On peut tenir vraiment longtemps, mais on va tenir d'autant plus longtemps que l'intensité de l'effort elle est faible. Parce que, on l'a vu, plus l'intensité de l'effort est importante, plus notre corps il a besoin de glucides. Donc à un moment donné, si nos stocks de glucides sont épuisés et qu'on lui demande d'aller vite, c'est là où on fait des fringales. Et c'est pour ça notamment qu'il y a le mur du marathon, typiquement. Parce que le marathon, en fait, c'est un effort qui a une intensité qui est proche de 85% du VO2 max. Donc on a besoin de beaucoup de glucides et si on n'en apporte pas assez, c'est la fringale. Donc voilà, donc il y a des facteurs limitants et c'est ça qui fait qu'on a besoin de s'alimenter à l'effort. Et c'était ça aussi l'enjeu de ma première partie, c'était de montrer que le corps bien sûr il est autosuffisant et le corps il peut produire par lui-même de l'énergie, mais il y a des moments où en fait il peut plus. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire en introduction, c'est que il faut toute la difficulté pour nous en sciences humaines, c'est qu'on ne peut jamais dire qu'une stratégie a fonctionné. C'est-à-dire, et c'est ça aussi qui a fait un petit peu, qui a mis le vent en poupe des régimes cétogènes, c'est que je pense, c'est ma théorie, mais il y a plein de personnes, à mon avis, qui faisaient des grosses erreurs de nutrition en consommant notamment des produits hyperglucidiques et notamment avec des index glycémiques très élevés. On sait par exemple qu'une boisson énergétique, si elle est mal dosée, si elle est trop dosée, elle peut engendrer des désordres intestinaux très rapides parce qu'elle n'est pas bien assimilée par les intestins et elle peut engendrer aussi des hypoglycémies. On sait de la même manière que si on va manger des trop de glucides d'un coup, ça peut produire derrière un crash de glycémie parce qu'il y aurait un pic de glycémie. Et donc moi je pense véritablement en fait que il y a plein de sportifs qui n'ont pas respecté des principes de base sur les apports en glucides, que ce soit la quantité ou la qualité des glucides ingérés, qui du coup faisaient des courses bâchées parce que problèmes intestinaux, parce que hypoglycémie, parce que fringales, donc ont adopté le régime cétogène, ont constaté qu'il y avait plus de fluctuation d'énergie, ils se sont dit mais super, ça fonctionne. Sauf que j'en reviens à mon idée de départ, on peut pas dire qu'une stratégie fonctionne. On peut juste dire qu'une stratégie n'a pas dysfonctionné. C'est super important. C'est toute l'idée épistémologique de la science, c'est le principe de réfutabilité en science, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, une théorie, elle est vraie tant qu'on n'a pas démontré l'inverse. Là, c'est exactement la même chose. Rien ne nous dit que dans une course où on aurait adopté un régime cétogène, on a fonctionné tel qu'on a fonctionné, ok. Mais rien ne nous dit qu'avec une stratégie glucidique très bien adaptée, très bien dosée, on n'aurait pas mieux fonctionné, en fait. La science nous le dit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la science nous dit que toutes les stratégies à base de glucides sont toujours plus valorisantes en termes de performance que les stratégies à base de lipides. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les études de cas, donc sur des individus dans des situations isolées, et ce que la science, elle, est capable de faire. Et n'oublions pas que la science est une science parce qu'elle a un caractère de reproductibilité. Ça veut dire qu'elle est capable de nous montrer à plusieurs reprises, dans plusieurs contextes, pour plusieurs personnes différentes, que ça fonctionne. Et donc, il faut pas oublier cette idée que quand c'est pour nous, quand ça s'applique à nous-mêmes, faut toujours se dire, attention, cette stratégie, je peux pas dire qu'elle a fonctionné. C'est-à-dire, je peux pas dire que ça a été la meilleure. Par contre, je peux dire qu'elle n'a pas dysfonctionné. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on part 4 heures en sortie vélo ensemble, et que finalement, il y en a aucun de nous qui a une fringale ou qui a une grosse hypo, on finit la sortie, on est tout content, on se dit, c'est bien, ça a fonctionné. Non. Ça n'a pas dysfonctionné. Par contre, rien ne nous dit que si on n'avait pas pris une stratégie nutrition adaptée, ça aurait pu mieux fonctionner. Et donc, ça nous amène à la deuxième partie,
de notre épisode. C'est intéressant ce que tu dis, et je te rejoins sur le fait que beaucoup ont rejoint ce régime cétogène parce qu'effectivement, il n'y a pas ces fluctuations, parce qu'il n'y a pas de sucre en fait. Il n'y a pas de sucre et probablement très mal dosé. Je sais que sur nos différentes épreuves, on voit beaucoup de problèmes intestinaux, de vomissements très rapides dans une épreuve parce que trop sucré dès le départ. Il y a aussi, beaucoup ne tiennent pas compte de la température extérieure, qui a un impact énorme sur l'assimilation du sucre et aussi l'impact du sodium. Tu parlais tout à l'heure de crash glycémique. Est-ce que pour toi, c'est l'hyperglycémie, le crash glycémique ? Alors, c'est pas pour moi, hein, c'est la science qui le documente. Oui, enfin, quand je dis pour toi, c'est ce que tu voulais dire quand tu parlais de crash glycémique. Que c'est important parce que pour moi, une chose bien importante, c'est la différence entre une croyance et une connaissance. Donc là, en l'occurrence, c'est pas ma croyance, c'est la connaissance. Effectivement, on explique en fait et ça c'est vachement, ça serait un super conseil à donner aux jeunes hein, sur l'histoire de la glycémie. C'est on n'est pas responsable de nos hypoglycémies, on est responsable de nos hyperglycémies. Et en fait, on peut contrôler nos hyperglycémies, mais on peut pas contrôler nos hypos. En fait, l'hypoglycémie, c'est une réaction incontrôlable et spontanée de l'organisme. Je peux l'expliquer très facilement. En fait, dans notre sang, il y a des glucides qui passent parce que en fait, les glucides, on l'a dit, hein, c'est le substrat énergétique qui est utilisé par notre corps en permanence. Donc, le sang envoie des glucides à tout le monde, aux muscles, au cerveau, à tout le monde. Quand on met trop de sucre dans le sang, donc quand on mange trop de sucre d'un coup, quand on mange trop de glucides d'un coup, ça vient charger le sang en glucides. Sauf qu'en fait, si on met trop de glucides dans le sang, on peut mourir avec trop de sucre. C'est pour ça que notre corps est bien fait. Il a une molécule qui s'appelle l'insuline, qui, quand elle voit qu'il y a trop de sucre dans le sang, elle s'alerte et elle vient capter tout le sucre qui est dans le sang, elle vient le retirer du sang pour l'amener, soit sur des tissus qui en ont besoin. Par exemple, si les muscles fonctionnent, elle va l'amener directement vers les muscles. C'est pour ça que manger à l'effort, c'est pas grave, parce que ça va aller directement vers les muscles. Soit si le corps est au repos, elle va les amener soit vers les intestins parce qu'ils ont besoin d'énergie pour digérer. Et si on fait rien, elle va les emmener vers les tissus adipeux, elle va les stocker dans les tissus adipeux. En tout cas, l'insuline sert à ça. Le problème, c'est qu'il y a une sorte d'inertie qui se passe. Plus il y a de molécules de glucides dans le sang, plus l'insuline va s'activer. Elle va s'activer vite, et elle va s'activer avec beaucoup d'unités. Et en fait, tout comme elle a une inertie à se mettre en route, elle a une inertie à s'arrêter. Donc en fait, quand il y a trop de sucre dans le sang, elle est complètement déréglée, elle sait plus où elle en est, et elle va en capter trop que ce qu'il n'en faut. Du coup, elle va en capter en se disant « Ouh là là, panique à bord, voilà ». Donc elle va capter trop de molécules de glucides, et du coup, on va se retrouver avec pas assez de molécules de glucides dans le sang. Et c'est ça l'hypoglycémie, en fait. Et l'hyperglycémie ? Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi l'hyperglycémie, parce que j'ai été victime de 2 hyperglycémies sur le vélo. Ouais, c'est terrible. Parce que pendant 5-6 heures, le temps que ton corps évacue, tu as des symptômes de tremblement, de limite malaise, quoi, en fait. Je peux savoir ce que tu avais mangé ? Trop sucré. Trop sucré, parce que le symptôme, c'est pour ça que c'est intéressant quand tu dis on est responsable de nos hyperglycémies. Ah oui, j'étais le premier responsable, je te confirme. Hein. J'étais à chaque fois, les 2 fois dans un même cas de figure. Donc c'est pour ça que je suis très prudent. J'ai noté également le rôle de l'insuline parce que peut-être qu'il y a un lien où j'ai pensé à un moment donné que j'avais même un problème avec le sucre, tu vois. J'ai pas creusé derrière, mais en fait j'étais en tête de l'épreuve à chaque fois et je me suis dit voilà, attention, là t'es en tête de l'épreuve. Là, il faut que tu tiennes le coup, donc il faut que tu te sentes bien, tu vois. Donc, prends un peu plus de sucre. Et donc, oui, j'ai pris un peu plus de sucre. Et voilà. Et quand tu sens le truc arriver, en fait, c'est blackout. C'est trop tard. Mais c'est blackout total. Là. C'est-à-dire que ça met pas 1 heure à arriver. Hein. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, c'est terminé. Hein. Tu t'arrêtes, tu trembles de partout, alors qu'il fait 40 degrés dehors. Enfin, c'est des symptômes. Tu te demandes ce qui se passe, en fait. Hein. C'est assez perturbant. Donc ça aussi, ça pourrait être... Tu as très bien expliqué l'hypo, mais est-ce que tu pourrais expliquer l'hyper ? Ouais, en fait, c'est assez simple. Alors, il faut bien se dire que notre corps, il va pas métaboliser et utiliser les glucides de la même manière selon l'intensité de l'effort. Au repos, globalement, si on mange trop de sucre, on va pas se sentir bien, on va se sentir un peu vaseux, un peu drogué, un peu pas bien, mais c'est pas très grave en fait, parce que au repos, nos intestins, ils ont 100% de l'afflux sanguin, ils traitent tout bien, traitent tout globalement bien. Le problème, c'est qu'à l'effort, d'autant plus quand l'effort est intense, nos intestins vont fonctionner en mode dégradé. Plus l'effort est intense,
moins l'afflux de sang il va vers les intestins. Donc plus l'afflux de sang va vers les muscles. Donc moins les intestins ils peuvent fonctionner normalement. Donc globalement, si je caricature, sur un effort peu intense, si on apporte trop de glucides, c'est pas si grave parce que les intestins vont quand même digérer les glucides un peu comme ils peuvent, mais ça va pas avoir de grosses conséquences. Les plus grosses conséquences, ça va être quand l'effort va avoir duré longtemps. Donc c'est exactement ce que tu décris sur une fin de course. C'est-à-dire que le corps est un peu épuisé et que on a besoin de faut pas faire n'importe quoi. Ou sur un effort très intense. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On envoie beaucoup de glucides d'un coup aux intestins. Et en fait, eux, ils saturent. C'est un peu comme s'ils nous disaient stop, no way, c'est pas possible, je peux pas. Donc, en fait, c'est pas tant une hyperglycémie, c'est une incapacité. Parce qu'une hyperglycémie à l'effort, c'est quand même compliqué. Parce qu'en fait, quand même, à l'effort, les glucides sont bien redirigés vers les muscles. Le phénomène que tu décris pour moi, c'est davantage une incapacité des intestins à digérer d'un seul coup tous les glucides que tu leur apportes. C'est plutôt ça, en fait, et qui amène aux symptômes que tu décris, Parce que du coup, il y a un blocage en fait. À un moment donné, on apporte des glucides, mais ils sont pas traités, quoi. Donc, ils sont bloqués quelque part et ça marche pas du tout, quoi. Et pour autant, vraiment, je pense que le syndrome d'hyperglycémie à l'effort, j'ai pas connaissance de ce phénomène. Une nouvelle fois, parce que le corps est vraiment bien fait et que s'il y a trop de sucre dans le sang, il le relargue ailleurs et il sait très bien faire. Et en plus, à l'effort, nos muscles sont quand même très demandeurs, donc. Voilà. Pour moi, c'est plutôt une explication de type problèmes intestinaux, ingestion et digestion, assimilation des glucides. Il faut que je creuse tout ça et je vais te laisser introduire la deuxième partie dont tu parlais, qui sera la continuité justement de comment l'impact sur le sportif et sur l'activité sportive du régime cétogène. Donc moi, si je reprends mon argumentaire depuis le début, c'est de dire ok, dans notre corps, on a deux sources. On a les glucides et les lipides, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, notre corps, spontanément, quand on lui fait faire un effort, qu'est-ce qu'il va chercher? Des glucides. Donc on pourrait se dire, en fait, concrètement, pourquoi aller donner à notre corps des lipides, alors que spontanément, a priori, il va quand même plus favorablement vers des glucides. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant en fait, c'est de faire une veille, ce qu'on appelle une veille scientifique, c'est-à-dire que j'ai été notamment sur PubMed en fait, qui est un site qui recense l'ensemble des publications scientifiques et notamment sur le monde de la nutrition sportive à l'échelle internationale. Et j'ai hiérarchisé, alors j'ai trouvé énormément d'études. Le but c'était pas de vous les présenter toutes et de faire un listing des études. Je trouve que c'est pas du tout digeste à l'oral, mais j'ai sélectionné 3 études. Je vais vous expliquer pourquoi je les ai sélectionnées et pourquoi ces 3-là. Les études que j'ai retenues sont soit des méta-analyses, soit des revues systématiques ou des essais contrôlés randomisés. Ça veut dire, c'est des gros mots barbares, mais en gros, nous en science, on a ce qu'on appelle la pyramide des preuves scientifiques, c'est-à-dire que toutes les études ne se valent pas. C'est pour ça qu'à la télé, quand vous entendez telle étude a montré que, attention, ça ne veut pas dire que c'est fiable. Il y a des études qui sont plus sérieuses que d'autres parce que, pour plein de raisons, la fiabilité de la méthodologie qui est utilisée, la population, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes ou pas, est-ce que cette étude a été réalisée en conditions réelles ou en conditions non réelles, est-ce que cette étude est vieille ou pas. Donc moi, j'ai vraiment cherché à prendre des études qui, à ce jour, nous permettaient d'avoir un haut niveau de preuves scientifiques, sachant que les méta-analyses sont les études qui nous apportent le plus haut niveau de preuve. Et donc, j'ai cherché en fait le lien entre régime cétogène et performance dans les sports d'endurance. Donc, je vais pas vous citer les études, on les mettra dans les notes. Ça sera dans les notes de l'épisode, ouais. Et comme ça, vous pourrez aller vérifier ce que je vous raconte. Donc, pour moi, la première étude que j'ai retenue, donc c'est une méta-analyse. Je vous ai dit, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique, la méta-analyse. C'est-à-dire, méta-analyse, elle regroupe plusieurs études scientifiques. Donc, il y a quand même un très très haut niveau de preuve. Et elle date de 2021, donc c'est assez intéressant parce que c'est une étude qui est récente. Donc, elle mesure les effets d'un régime faible en glucides sur la capacité d'exercice et d'endurance. Cette étude, elle nous apporte le fait d'adopter un régime cétogène, ça va améliorer la capacité à oxyder les lipides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un argument qui est extrêmement mis en avant par les personnes qui utilisent les régimes cétogènes. Oxyder les lipides, c'est le fait dans notre corps,
dégrader nos réserves. Oxyder, c'est dégrader, c'est la même chose, c'est utiliser. Donc, cette étude, elle nous dit que, en fait, si on habitue notre corps à manquer de glucides, alors, tout simplement, il va faciliter l'accès à nos stocks de lipides. Donc, c'est conforme à ce qu'on s'est dit depuis le début. D'une part, ça conforte l'idée selon laquelle les régimes cétogènes contribuent à la perte de poids plus facilement, et puisqu'on va déstocker nos réserves de lipides. Et d'autre part, c'est conforme à ce qu'on expliquait tout à l'heure, à l'effort. Le corps, quand il a plus de glucides, il va chercher les lipides. Et on expliquait l'histoire du crossover, c'est cette petite transition entre les glucides et les lipides. C'est finalement, cette étude elle est intéressante parce qu'elle nous apporte une preuve de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et elle nous apporte le fait que quand on renforce cet effet avec l'alimentation dite cétogène, on a les mêmes résultats. Moi, la question que je me suis posée à la lecture de ces résultats, c'est si notre corps, il sait mieux déstocker les lipides, est-ce que pour autant, il est plus performant? C'est quand même ça la vraie question à se poser, quoi. C'est la vraie question, exactement. C'est exactement voilà, c'est ça. Parce que c'est ce que vous recherchez en partie. C'est toutes ces sportifs qui s'orientent vers un régime cétogène, c'est de se dire, alors certes, il y a peut-être cet inconfort au niveau des intestins, de l'assimilation de l'alimentation, mais il y a aussi et surtout, est-ce que je serai plus performant dans mon sport? Et quand je dis performant, je parle pas de classement, je parle pas de temps, je parle juste de se sentir mieux dans son activité sportive. Et d'élever nos propres valeurs, d'élever nos propres indicateurs, comme le VO2 max, comme la fréquence cardiaque, comme la puissance développée à l'effort. C'est ça, être performant. C'est une performance intrapersonnelle, en fait. C'est propre à nous, quoi. C'est exactement ça. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle nous démontre tout le contraire. Elle démontre, j'ai pas de parti pris pour les régimes cétogènes ou pas, mais je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, elle montre un élément et puis un autre contraire. Donc elle nous dit que ce régime va pas améliorer notamment la performance parce qu'elle ne va pas améliorer les marqueurs de la performance. Notamment, on constate pas d'amélioration du VO2 max, voire même on constate une diminution du VO2 max. On constate pas d'amélioration de la vitesse et de la puissance fournie. Il y a également un lien avec la fréquence cardiaque qui ne monte plus. Et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on constate une perception de l'effort plus importante avec un régime cétogène. Ce que tu avances, Laure, c'est totalement implacable, en fait. C'est très parlant. Très, très parlant. Et je pense que tout le monde le met en perspective. Ouais. Et ce qui est intéressant, une nouvelle fois, c'est que cette étude est une méta-analyse. Donc, elle a compilé plein d'autres études pendant plusieurs années pour arriver à ce type de résultat. Donc, c'est intéressant si vous voulez avoir qu'une seule recherche sur des études, d'aller sur des méta-analyses parce que c'est des synthèses d'études. Moi, ce que je trouve intéressant sur l'histoire de la perception de l'effort, c'est que on peut se poser la question parce que finalement, c'est un peu contraire à ce qu'on dit depuis le début de l'épisode sur je me sens mieux avec des régimes cétogènes qu'avec des régimes glucidiques. Moi, je pense que en fait, le régime cétogène à l'effort induit une sorte de double fatigue. C'est-à-dire que je pense que faire un régime cétogène sans faire d'activité physique, ça fatigue le corps parce qu'on voit bien qu'il n'est pas dans son mode de fonctionnement spontané à utiliser des glucides et pour lui c'est plus coûteux de produire des corps cétoniques que de produire des glucides. Et puis souvent c'est associé à une perte de poids, donc qui dit perte de poids dit fatigue dans le corps, clairement, physiologique. Et là on lui demande un effort. Et donc moi je pense que cette perception de l'effort, elle est due au fait qu'on combine tous ces facteurs relatifs à de la fatigue et que du coup ça amène les participants à dire que l'effort quand il est pratiqué avec un régime cétogène, il est plus difficile que quand il est pratiqué avec un régime glucidique. Mais ça, on peut faire les expériences un peu aussi, nous, dans notre coin. Moi, je l'ai fait, je trouve ça génial. Moi, je fais du sport depuis que je suis toute petite, et puis, c'était une période où on mangeait pas, quand il y a 20 ans, on mangeait pas beaucoup, quoi. La nutrition du sport, c'est quand même assez récent. Et donc, j'ai des souvenirs, de courses que je faisais pendant plusieurs heures, où je mangeais pas, et j'avais vraiment cette baisse d'énergie, cette difficulté de la perception. Et quand j'ai commencé à introduire la nutrition dans mes entraînements, aussi, pas que dans les compétitions, j'ai vraiment vu la différence en termes de lucidité, en termes je trouve, d'efforts beaucoup moins pénibles. C'est intéressant. En fait, moi je trouve que le meilleur exemple, c'est faites 2 fois la même séance, à 2 dimanches d'intervalle, le même entraînement avec les mêmes blocs. Globalement, oui, vous allez dire la fatigue est pas la même, on n'aura pas dormi pareil, mais essayez de vous mettre dans les mêmes conditions. Et appliquer une stratégie nutritionnelle glucidique qui suit les recommandations, on pourra les donner, une bonne stratégie nutritionnelle, et faites le même entraînement sans avoir mangé. Alors faites-le dans l'autre sens, sans manger puis manger.
vous allez voir la différence. Franchement, c'est marquant. Ça a été marquant et ça a été vraiment aussi un point de déclic pour moi de me dire, il faut s'entraîner aussi à manger. Et autre point, je le dis parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé dans la littérature, mais que je constate vraiment au quotidien. Moi, je m'entraîne pas mal. C'est que quand je mange à l'exercice, quand je mange à l'entraînement, j'ai l'impression d'avoir moins derrière de coups de fatigue et surtout moins de fringales. C'est-à-dire que sur des sorties longues surtout et peu intenses, pas forcément intenses, mais sur des sorties très longues, si je mange bien à l'effort, je vais pas avoir de fringales derrière et je vais avoir une alimentation qui va se réguler d'elle-même. Alors que si je ne m'alimente pas pendant les exercices, le lendemain, c'est surtout le lendemain, j'ai des fringales énormes, j'ai hyper faim, j'ai l'impression que je peux avaler des éléphants toute la journée, quoi. Et ça, c'est un truc testé aussi, à tester. C'est propre à chacun, mais c'est des petits conseils. Voilà. Non, mais c'est des petits conseils, mais c'est très très important parce que je pense que la meilleure manière. Alors, tu vois, cet épisode nous amène à la. Enfin, j'ai bien aimé comment a été construit cet épisode parce qu'on a expliqué plein de choses. On a posé une question au début et puis on est venu y donner une réponse à la fin, mais pas notre propre réponse. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, ce sont des données qui proviennent de plusieurs études très sérieuses. Et donc là, et après, la perception, elle est différente. C'est pour ça que tu réponds à la question avec des données, mais en même temps, tu dis, testez, puis vous verrez vous-même, en fait, tu vois. Et je pense que la meilleure manière, c'est de se mettre, et c'est important ce que tu dis, dans les mêmes conditions. Et là, vous verrez comment ça fonctionne de votre côté, et si vous vous sentez plus ou moins à l'aise avec un mode d'alimentation différent. Mais tout ça est très, très intéressant. Je pense que tu auras beaucoup de retours sur cet épisode et beaucoup de questions. Mais on arrive sur la fin de l'épisode, Laure, mais s'il y avait une conclusion, alors tu as déjà répondu à pas mal de choses, hein. Tu as déjà répondu à pas mal de choses à travers cet épisode et justement tes arguments, tes exemples très précis à chaque fois, très argumentés. S'il y a un dernier message, je ne sais pas si on peut dire une conclusion, mais un message que tu voudrais faire passer, lié justement à ces régimes, alors effet de mode ou pas, on le saura dans quelques années si c'était un effet de mode, hein, mais à tout ce qui est justement ces régimes ou cette alimentation pauvre en glucides, s'il y avait un message à faire passer ou une conclusion, ça serait laquelle selon toi ? Alors, je vous mettrai dans les notes les deux autres études qu'on va pas aborder ici, mais qui globalement amènent les mêmes données, mais avec des éléments plus spécifiques, notamment sur le rôle des mitochondries ou sur l'intensité de l'effort, le régime cétogène et l'intensité de l'effort. Du coup, en conclusion, on va se poser la question suivante, c'est pourquoi le corps humain il va préférer les glucides aux lipides. Et donc pourquoi le régime cétogène, a priori, d'un point de vue de la science, ça serait une stratégie qui fonctionnerait moins bien qu'une stratégie nutritionnelle basée sur des glucides. Déjà, le premier point, c'est lié à la disponibilité rapide de l'énergie. Un deuxième point, c'est que les glucides ils vont fournir plus d'ATP par unité d'oxygène consommé. C'est-à-dire que, en fait, pour une molécule de glucides qui est dégradée, on va fournir plus d'ATP. Donc ça met encore en avant les glucides. Autre point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, pour dégrader une molécule de lipides, ça va demander au corps plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'utiliser deux molécules d'oxygène, ce qui est un petit peu contradictoire avec le fait que, à l'effort, on a aussi besoin d'oxygène. Donc l'oxygène qui va dans la dégradation des lipides, il va pas au service de la dégradation de nos cellules, au service de la nourriture de nos cellules musculaires. Il y a encore deux points. C'est le fait que la glycolyse, donc qui est la voie métabolique des glucides, elle est plus rapide. Elle va fournir de l'énergie de manière quasi instantanée. Donc ça rejoint un peu le premier point. Et enfin, tout simplement, c'est le fait que le glucose reste la première source de substrat énergétique utilisé par le corps, notamment par le cerveau, bien sûr. Donc, sans glucides, notre cerveau, il ne peut pas fonctionner. Alors, il fonctionne avec des cétoses, mais c'est pas la même chose. Et donc, clairement, le glucide est une source privilégiée d'énergie pour nos tissus. Alors, une nouvelle fois, moi, je le redis, j'ai pas de parti pris, j'avais pas de parti pris initial. Clairement, quand j'ai fait l'épisode, je suis repartie d'une page blanche en me disant, oui, bien sûr, je m'alimente avec des glucides, mais en me disant, mais tiens, est-ce que je me suis pas trompée, tiens, est-ce que ça serait pas intéressant de me dire, est-ce que la stratégie de nutrition que je mets en place depuis toujours, elle est pas, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'elle fonctionne, mais est-ce qu'elle ne dysfonctionne pas, mais est-ce que pour autant elle fonctionne? Clairement, la science nous montre que le régime cétogène à l'effort n'est clairement pas une stratégie nutritionnelle la plus efficace et la plus efficiente au niveau de tout un tas de fonctions de notre organisme. Moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est bien sûr de tester par soi-même.
Mais faut faire attention parce que faire des tests sur soi, c'est très compliqué et c'est ça et c'est vraiment moi mon message de scientifique que je veux faire passer, c'est que l'avantage de la science, c'est qu'elle nous donne des résultats qui ont été reproduits dans des conditions qui sont variables et qui fonctionnent pour plusieurs personnes dans plusieurs contextes et avec vraiment cette idée de reproductibilité du résultat. Le problème, c'est que quand on s'applique des tests à nous-mêmes, j'en ai donné des exemples, il y a toujours quand même une variabilité contextuelle qui fait que on sera jamais toujours aussi juste que ce que la science fait. Quand je vous dis de reproduire un exercice à manger et pas manger, on est d'accord, il y a des biais. Le biais, c'est à quelle heure on s'est couché la veille, est-ce qu'on n'a pas bu une bière avec les amis, qu'est-ce qu'on a mangé au petit-déj, la semaine d'avant, l'état de fatigue, la semaine en termes de charge d'entraînement avant les 2 entraînements. Et c'est ça qui est important. C'est aussi parfois on est dans une société où on a beaucoup les réseaux sociaux, qui véhiculent beaucoup de croyances et peu de connaissances. Et en fait, moi, je pense que c'est super important de revenir parfois à la science et à la connaissance qui a été démontrée, qui a été vérifiée. Et moi, je me bats pour ça, en fait. Je milite un peu pour ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, on accorde trop d'importance à notre propre expérience. Et c'est parfois au détriment de nos performances. On se dit, ouais, mais ça marche bien. Moi, je mets un petit peu de sirop dans ma gourde. Voilà. Donc, parfois, faut pas se faire confiance. Et parfois, faut aussi... c'est un peu mon message, quoi. Voilà. J'ai un petit message à faire passer. Très intéressant, ça me fait penser à beaucoup de personnes. On a beaucoup parlé de data sur les différents épisodes du podcast, notamment avec Loïc. D'ailleurs, tu parlais de mitochondrie. On a fait aussi un très bel épisode autour des mitochondries. Je vous invite à l'écouter si c'est un mot qui vous fait peur. Allez voir ce qu'est les mitochondries, justement ces petites centrales nucléaires de notre corps humain. Et on parle de data, donc il y a aussi ces croyances entre les datas sur les sensations. Mais est-ce que l'homme est un robot à utiliser toutes ces datas? Voilà, il y a plein de choses très très intéressantes. C'était un très bel épisode. Un grand merci Laure pour ton temps déjà et puis d'avoir préparé aussi sérieusement et avec plein de cas très précis et qui parlent à tous. C'est-à-dire qu'on c'était important aussi que tout le monde puisse bien comprendre justement tous les termes et tu les as parfaitement bien expliqués. Donc un grand merci de nous avoir partagé toutes tes connaissances et venir apporter une réponse par des faits sur la question qu'on se posait tous au début de cet épisode autour de ces régimes avec des apports glucidiques très faibles. Un grand merci Laure et puis je te dis du coup à très bientôt pour probablement un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Avec grand plaisir, à très bientôt Arnaud.